Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis soir, nous avons rendez-vous avec notre histoire. Encore une fois, cette histoire qui ne nous a pas été assez dite, cette histoire qui nous est méconnue, cette histoire qui est écrite dans des livres, dans des documents. D'autres personnes ont pris la peine la démarche de la synthétiser. Alors, comme nous, on est paresseux, comme on est des feignants, on s'est dit qu'on va profiter de leur expérience. Et comme en plus, ils ont l'amabilité de vouloir partager cette expérience et connaissances avec nous, on n'en est que plus ravis. C'est la raison pour laquelle nous avons en régie Monsieur Hénon Meillon Monsieur. Très bien. Monsieur Hénon Meillon Monsieur, vous êtes en ligne. Là, maintenant, on voit votre grimace. Bonsoir, Monsieur Hénon, comment allez-vous? C'est bon? C'est bon. Non, vous êtes en ligne. Vous êtes à l'antenne. Ah ben voilà, c'est très bien. Et Bonsoir tout le votre monde. image est belle, je Non. vous dis tout de suite. Oui, mais moi je ne me vois pas encore. C'est pas grave. Je vous ai Ok. envoyé le lien par Messenger. Si vous allez sur Messenger, vous allez Oui. trouver le lien. Voilà, là je me vois quoi. Oui, oui. Voilà. Ok. J'ai essayé de vous l'envoyer par Skype. Je ne sais pas pourquoi il me disait il ne voulait pas. Non, non, non. C'est bon là. Je me vois Voilà, là. c'est parfait. Donc, Ok. très bien. Voilà, l'image est parfaite. Voilà. Et voilà, j'étais en train de dire à nos téléspectateurs que, comme tous les mercredis soirs, nous avons notre rendez-vous avec notre histoire et qu'on a la chance de vous avoir, surtout que vous avez l'amabilité de bien vouloir partager toutes ces connaissances et toute cette expérience acquise au prix de beaucoup de travail, de beaucoup de peine. On mesure les efforts qui ont été faits, on mesure aussi votre amabilité, votre, 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 votre sens du legs, votre sens du partage de vos connaissances. Et c'est la raison pour laquelle on ne pourra jamais vous remercier assez. Encore une fois, vous allez, et je vais vous laisser présenter l'émission de ce soir. Je ne vais pas le faire à votre place. Je voulais d'abord vous remercier avant le début de l'émission. À vous. D'accord. Ok. C'est bon là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parfait. Il faut donc disparaître. Ok. Euh, j'ai pensé qu'il fallait que nous puissions parler du maquis au Cameroun. Parce que ça a été une page importante de notre histoire. Et évidemment, aujourd'hui, on n'en fait pas cas dans les programmes scolaires, mais il faudra bien que tôt ou tard, on en parle. Parce que il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de violences. Et bon, c'est l'histoire. L'histoire n'est jamais aussi propre, aussi belle qu'on l'aurait souhaité. Les gens veulent une histoire rectiligne, incolore, inodore. Non, non, ce n'est pas exact. L'histoire n'est jamais incolore, inodore, rectiligne. Non, non. L'histoire est le plus souvent en zigzag et très, très sale par moment. Il y a beaucoup de choses que ceux qui rédigent l'histoire mettent de côté parce qu'il faut, après tout, retenir l'essentiel. Bon, ce que plein d'anecdotes sont laissées de côté pour ne pas salir ce que l'on en prend en public. Donc, je voudrais donc qu'on revienne sur cette période qui a été difficile au Cameroun, la période du maquis. La période du maquis, on peut en parler maintenant. Il y a pas longtemps, c'était un sujet tabou. On ne parlait pas du maquis au Cameroun. Moi, quand j'étais gosse, on n'en parlait jamais. C'était quelque chose de dangereux. Si on vous surprenait en train de parler de ça, c'était la BMM. C'est la BMM et vous pouviez disparaître. Parce qu'à partir de la BMM, on pouvait vous envoyer à Mantou, euh, dans le Noun, ou bien en Gaoundéré, ou même à Tchouléré. C'était les terribles prisons politiques. Il y avait aussi Mokolo. On envoie aussi les gens en prison à Mokolo. Donc c'était quelque chose de... On ne parlait pas de ces histoires-là. On ne parlait pas du maquis, on ne parlait pas de l'UPC, on ne parlait pas de l'indépendance, les noms comme bon, Ounioré, on sait qu'on ne le prononçait pas, mais même Moumié, on ne prononçait pas le nom de Moumié. Les gens, ou on dit on ne prononçait pas, je vais vous faire rire.
je vous fais rire. Lorsque je passe mon baccalauréat, mes parents me font la faveur de m'envoyer faire la fac en France et j'atterris à l'université de Rouen au mois de septembre 1975. J'ai commencé par l'université de Rouen et c'est là que j'ai rencontré Mongo Betty pour la première fois. Il était venu au campus et moi, jeune étudiant provenant du Cameroun, j'étais émerveillé de le voir. Donc, après peut-être une semaine à la fac, il n'y avait pas encore les cours. Au resto U, on me présente un Camerounais. On me dit, ah, c'est quelqu'un qui fait son doctorat en philosophie. Il a même déjà fini et il reste seulement à soutenir sa thèse. Ah bon? Et on me le présente. Et il me dit, ah, qui es-tu? Ah, il dit, ah, je connais ton papa. Bon, après le repas, il m'invite chez lui dans sa chambre à l'Institut universitaire à Rouen, donc, pour prendre un thé. Bon. Alors, je pars avec lui. Bon, moi, j'étais impressionné par cet étudiant en doctorat de philosophie qui se prenait d'amitié pour un quinquet comme moi en première année de droit, parce que j'avais commencé par le droit. Bon, on arrive dans sa chambre et je vois des photos de grands posters. Un bonhomme tout laid, un autre avec des chaînes là, des menottes, et un troisième tout beau avec des lunettes. Bon, il y avait un quatrième que j'ai reconnu, c'était Lumumba. Un beau poster de Lumumba sur son mur. J'ai dit, alors ça c'est Lumumba, ça. Il me dit oui. Et puis, bon, il y avait un autre très laid là, ça ressemblait même à un dessin, il n'était pas très beau ce type-là, c'était comme un dessin. Je lui demande, ça c'est qui ça? Il me dit, Oumyobé. Mais j'ai failli sauter par la fenêtre. Mais comment un gars qui fait le doctorat en philosophie a les photos des maquisards sur son mur? Il a la photo de Oumyobé sur son mur. Et en même temps, je me dis, je comprends maintenant pourquoi il était un maquisard. Un homme laid comme ça. Bon, après, je lui demande, l'autre à côté là, c'est qui? Il me dit, l'autre là, c'est Moumier. Je dis, mais ce gars est inquiétant. Un gars fait le doctorat en philosophie, et il n'a que les photos de maquisards sur son mur. Il a Oumyobé, il a Moumier, mais ce gars n'est pas bien. Et j'ai dit, l'autre encore, la lunette, un beau jeune homme en lunette avec un collier de barbe. Et j'ai dit, ça, c'est qui ça? Il me dit, Osenda Fana. Moi, je n'avais jamais entendu ce nom. Et bon, j'étais tellement mal à l'aise que je voulais sortir, je voulais me sauver. Et il me surveillait du coin de l'œil, que je ne me sauve pas. Cette séance de thé, ce thé après le repas, a été une torture pour moi de me retrouver dans la chambre d'un étudiant qui sympathise avec les maquisards. Les dangereux, les gens qui ont versé le sang au Cameroun. J'étais tellement mal à l'aise qu'à la fin, quand on a fini de boire le thé, il m'a raccompagné. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai failli écrire à mes parents mais vraiment, il faut me changer d'académie, mais il y a un gars ici qui m'a fait voir les photos des maquisards, moi je ne comprends pas, il fait le doctorat, machin. Bon, bref, c'est pour vous dire la noce. Tu as un petit souci de connexion. Bon. Moi, par exemple, j'avais vu des têtes coupées à Douala. Les dernières têtes coupées que j'ai vues, c'était à Bafang. J'étais tombé malade de jaunisse et un cousin, ma mère, travaillait à Bafang, il était inspecteur primaire là-bas. Il avait un remède miracle contre la jaunisse. C'était du macabo râpé avec du sel, je ne sais pas quoi, la sel, j'aime. Et donc, on est parti là-bas. Et on est arrivé dans l'après-midi. Il a dit non, le médicament, on ne peut le boire que le matin à jeun. Donc, comme nous, on vient de Douala. Alors, il a dit, bon, on va faire un tour. On a fait un tour dans un coin qu'on appelait Compagnie. Je ne sais pas si cette ville ou ce village existe encore, Compagnie. Et c'est là-bas qu'on est arrivé au marché. Il y avait un attroupement assez curieux. Mes parents et moi sommes descendus de la voiture et puis il y avait des gens, on dit, il y a des têtes de maquisards. Alors nous tous, on a couru. Il y en avait une bonne vingtaine, des têtes tranchées exposées sur des sacs de cacao vides. C'était la dernière fois, ça c'était en 1968, je m'en souviens bien, c'est la dernière fois que j'avais vu les têtes de maquisards. Ça c'était je ne sais pas si cette ville existe ou si c'est un village ou un carrefour, on l'appelait Compagnie, mais moi j'ai gardé le nom, Compagnie. En tout cas, pas loin de Bafang. Donc, vous comprenez que lorsque moi, petit étudiant, jeune bachelier, je me retrouve
dans la chambre d'un étudiant qui faisait sa thèse et il a des photos des maquisards, de ces tueurs, ces égorgeurs-là. C'était vraiment une situation difficile pour moi. Mais je vous raconte ça pour vous montrer comment est-ce que ce sont des choses dont on ne parlait pas. On ne parlait pas de ces questions-là, des histoires de maquis, on n'en parlait pas. Non, on n'en parlait pas. Bon, maintenant, le régime s'est libéralisé, s'est démocratisé, et maintenant, on peut parler. Donc, il faut que nous abordions cette question franchement. Comme j'avais dit la dernière fois, bon, il faut que nous sortions en même temps de, je ne sais pas comment on dit ça, de la dialectique ou de l'affrontement. Parce qu'il y a deux thèses dans l'histoire du Cameroun actuellement. La thèse des gens du pouvoir, vous la connaissez. Il nie le passé, il n'y a rien eu. Bon, tout s'est passé dans la concorde et à la limite, les chants de joie. Puis voilà, quoi. Il y avait les hommes politiques les gens experts qui ont tout réglé. Bon, ça, c'est la thèse du pouvoir. Et il y a en face la thèse de l'opposition, je peux simplifier comme ça, qui, par contre, elle dit que vraiment, les autres étaient des fantoches, des anti-patriotes, des gens qui n'aimaient pas le Cameroun, ils ont vendu le Cameroun. Bon, donc chaque côté a ses arguments. Et du côté de l'opposition, il y a eu une grande production intellectuelle qui fait en sorte que l'histoire également de ce côté a été biaisée. C'est-à-dire qu'on a tout embelli également. D'un côté, on a embelli le pouvoir, d'un autre, on a embelli l'opposition. Bon, il faut donc que nous apprenions à sortir de cet embellissement de l'histoire et aller la raconter maintenant dans tout ce qu'elle a comporté de bien ou de mal. C'est parce que c'est l'histoire, il faut l'assumer. Il y a eu des choses désagréables, il faut accepter, il faut assumer. Donc parmi celles-ci, le maquis. La dernière fois, nous avons parlé du maquis en Sananga maritime. Je résume en 2 mots. Le Sananga maritime, le maquis a commencé dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956. C'est une date qu'il faut retenir. Dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956, c'est là le déclenchement de la guerre du maquis de la Sananga maritime. Et je peux dire que on ne peut pas fixer avec exactitude la fin du maquis en Sananga maritime, mais disons simplement que la mort de Oumyobé a vraiment démobilisé le maquis. Il y a eu beaucoup de gens qui sortaient du maquis, des gens qui capitulaient, qui déposaient les armes, au point où on peut dire qu'en janvier, février 59, il ne restait que quelques groupes dans la forêt, quelques téméraires qui continuaient à continuer cette guerre. On va simplifier comme ça. Bon, on en avait parlé longuement la dernière fois, on ne va pas revenir dessus. Aujourd'hui, on doit aborder le maquis de l'Ouest. Pourquoi je parle de maquis de l'Ouest? Je vous avais aussi la dernière fois découpé le maquis en 4, parce qu'il y a eu 4 maquis au Cameroun. Il y a eu le maquis de la Sananga maritime. La Sananga maritime, il faut la comprendre dans le sens de l'ancienne Sananga maritime, c'est-à-dire ce qui couvrait l'actuelle Union Ekele et l'actuelle Sananga maritime. Ce n'était pas la Sananga maritime d'aujourd'hui sans l'Union Ekele, non. La Sananga maritime à l'époque comportait l'Union Ekele et la Sananga maritime d'aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'on appelait la Sananga maritime. Donc, il y a donc eu ce maquis, le premier maquis, le maquis de la Sananga maritime. Il y a eu un deuxième, bon, je ne sais pas s'il faut dire un deuxième, mais en tout cas, il est né, puisqu'il est né aussi un peu dans la foulée. Bon, le deuxième, ça pourrait signifier que le premier s'est arrêté et le deuxième a commencé. Non, il y a simplement eu une conjonction d'événements qui a fait qu'ils sont presque nés un peu simultanément. Donc, il y a eu le premier maquis, la Sananga maritime, le deuxième qui a démarré au mois de décembre 56, la nuit du 18 au 19 décembre 56, date à retenir. À la veille du scrutin du 23 pour l'élection législative du Cameroun, dans le cadre de la loi cadre, et l'autre maquis a démarré aussi dans les mêmes périodes, disons beaucoup plus en 57, le maquis de l'Ouest. Maquis de l'Ouest, sur la Sananga maritime, je vous ai dit, on peut dire que quand on arrivait en février 59, il ne restait plus grand-chose. En revanche, le maquis de l'Ouest s'est poursuivi jusqu'à l'arrestation de Ouandier
pendant les grandes vacances de 1970. Je me souviens encore quand on avait annoncé ça à la radio, qu'on a été ouvert un et puis un domo, on l'appelait comment? Tant que Célestin, non, voilà, il y avait un nom là. Wambo le Courant, tout ça, c'était Takala Célestin, voilà, Takala Célestin, Wambo le Courant, ça avait chauffé donc. Et puis, vous savez, le 15 janvier 1971, on y était. Ça, c'était le deuxième maquis. Le troisième maquis, c'est ce que les militaires appellent les maquis des intellectuels. Donc, c'est le maquis que au sein des Afana, qu'on appelle les Hobenden, et d'autres, ça c'est les noms les plus connus, mais ils étaient nombreux, ont tenté de créer dans l'est du Cameroun, donc dans la région de Mulundu. Ils passaient par le Congo, parce que vous savez qu'au Congo, il y avait un régime pro-communiste, on va simplifier comme ça. En 1963, il y avait eu dans la révolution qui avait porté au pouvoir un certain Massamba Deba. Massamba Deba avait donc amené ces histoires de marxisme et léninisme, prêt pour la révolution, les peuples opprimés, l'exploitation, l'impérialisme et autres. Donc c'était un gouvernement plutôt pro-révolutionnaire et pro-russe. Il était pro-révolutionnaire, pro-russe et pro-cubain. Donc c'était dans cette mouvance-là que l'UPC a eu à passer par le Congo pour créer le maquis de Djoum. Le maquis donc qui était dirigé par Sendé, comment on l'appelle, Robelen, mais Robelen n'est pas entré au maquis. Sendé est entré avec d'autres. Il n'a pas duré longtemps. On a rapidement assassiné Sendé en 1966. Et lui, il y a eu le dernier maquis, le maquis de Djoum. Le maquis de Djoum, lui, c'était le maquis de Oungli Massacre, avec plein d'autres personnes. Il était soutenu par Cuba. Ils avaient un vrai armement, parce qu'il y avait des gens comme Zézé Samuel qui étaient là, il y avait d'autres personnes, Mondjé et Santon. Bon, parce que tous ces gens, quand il y a eu la débat, ils sont rentrés, pour la plupart, ils sont installés en Algérie. C'était vraiment le maquis des intellectuels, tel était docteur, tel était ingénieur, tel était médecin. C'est comme ça que les médecins, en tout cas, les appellent les maquis des intellectuels. Et ce maquis-là, on va en parler longuement, mais je dis deux mots là-dessus. Ce maquis était bien équipé sur le plan militaire, sur le plan de l'armement. Ils avaient des armes sophistiquées, à tel point que lorsque le maquis a tourné Kazakh, on en avait récupéré ces armes. Il a fallu des instructeurs, qu'on fasse venir des instructeurs étrangers pour enseigner aux soldats camerounais l'utilisation de ces armes qu'ils n'avaient jamais vues. C'était des armes qu'ils ne connaissaient pas. C'était des armes que les Cubains leur avaient données pour le maquis de Djoum. Et ça a été, le président Ido s'est vraiment fâché face à Malien Gouabi, au point où il y avait même eu des histoires d'annexion du territoire. L'armée camerounaise aurait pénétré dans les territoires congolais en représailles. Bon, mais rapidement, tout est revenu dans l'ordre. Donc, il y a ces quatre maquis. On va donc les analyser rapidement. On a déjà parlé du premier sur la Sahara maritime, on va parler du sud de l'Ouest aujourd'hui, on va parler la prochaine fois celui de Mulundu et on va clore avec celui de Djoum. Quel était le lien entre tous ces maquis? Le lien entre tous ces maquis, évidemment, c'est l'UPC. C'est l'UPC qui est le lien de ces quatre maquis. Bon, mais on est obligé quand même de diviser, de scinder en deux. On va dire que les deux premiers maquis avaient un lien particulier. Il y avait un lien particulier qui n'était plus en dehors de l'UPC. Le lien avec l'UPC, un lien particulier qui n'avait plus rien à voir avec celui de Mulundu ou de Djoum. Les deux premiers maquis sont la conséquence des élections du 23 décembre 1956. Si vous ne comparez pas du scrutin du 23 décembre 1956, vous ne comprendrez pas pourquoi il y a eu maquis. C'est le fait que l'UPC n'ait pas été autorisé à compétir lors du scrutin du 23 décembre 1956 que le maquis a eu lieu. Autrement dit, si on avait accepté que l'UPC dépose des candidatures à ce scrutin décisif, tout porte à croire qu'il n'y aurait eu maquis. C'était donc un maquis de protestation des élections, de la non-participation de l'UPC à ce scrutin. Ça, c'est la vérité historique.
Quiconque viendra vous dire autre chose, écoutez-le, mais posez-lui la question suivante. Pourquoi il y a eu maquis dans la nuit du 18 au 19 décembre 56, 3 jours avant le scrutin du 23 décembre 56, qui devait donner naissance au premier gouvernement camerounais? La réponse, c'était la protestation par l'UPC de son exclusion à ce scrutin décisif. Voilà. Voilà l'origine du maquis au Cameroun, du premier maquis. Et le deuxième maquis, c'est l'enchaînement de cela. Je vous ai dit que les deux maquis sont liés. Le deuxième maquis, c'est toujours dans cet esprit de la protestation, du fait que, je reprends les termes de l'époque, les fantoches vont prendre le pouvoir. Les gens qui n'ont pas lutté pour l'indépendance, je ne dis pas que c'est moi qui le dis, c'était le terme de l'époque. Et ce sont eux qui vont gérer le Cameroun, alors que nous qui avons transpiré, sué, souffert pour cette indépendance, nous en sommes exclus. Voilà le fondement de ces deux maquis. Si vous ne prenez pas en considération ce fait, vous ne comprendrez pas les raisons du maquis. Et je m'en vais vous donc vous donner des éléments supplémentaires. Lorsque on va passer rapidement. Lorsque la date de clôture des dossiers pour l'élection législative du 23 décembre 1956 a été atteinte, alors que les jongleries pour empêcher la réhabilitation de l'UPC avaient abouti, c'est-à-dire que l'UPC n'avait pas été relégalisée, donc l'UPC était exclu de cette élection qui devait donner naissance au premier gouvernement camerounais. La colère dans les rangs de l'UPC était grande et légitime. Ils s'estimaient floués que mais nous on a lutté pour l'indépendance. D'accord, nous n'étions pas favorables à la loi cadre de fer qui créait l'autonomie interne, à savoir un gouvernement interne, une assemblée législative, tout, etc. On en a déjà parlé, je ne vais pas reprendre cela. Mais voilà les gens qui nous s'opposaient à nous, ils nous traitaient de rêveurs, ils nous traitaient d'irréalistes, et ce sont eux maintenant qui vont aller à l'Assemblée. Vous comprenez la colère de l'UPC. Nous, on a secoué les Blancs, on a pu, on les a inquiétés, on a rédigé des tracts, on allait à l'ONU, on a envoyé des pétitions, et on nous exclut. On nous exclut, et ce sont des gens qui ne faisaient rien dans ce sens, qui vont maintenant prendre les commandes du Cameroun, parce que c'était ça. Voilà les gens qui n'ont pas mené la même activité que nous, qui vont prendre les commandes du Cameroun. C'était le raisonnement. Lorsque je parle, ne pensez pas que c'est moi qui parle, je vous reproduis le discours de l'époque. Écoutez seulement ce que je dis, ça ne veut pas dire que je partage tel ou tel point de vue, je vous reproduis simplement les discours et l'atmosphère de l'époque. Donc, il y avait cette grande colère légitime du camp de l'UPC. Ils ont donc, en réaction, décidé de passer à la lutte armée, que les fantoches ne prendront pas le pouvoir au Cameroun tant que nous sommes là. Et voilà donc comment, le 3 décembre 1956, ils ont créé le CNO, Comité national d'organisation, donc la branche armée de l'UPC, en Sénégal-Maritime. Et le 9 décembre 1956, à Kumba, l'UPC, donc Moumié et Ouandje, et ceux qui s'étaient réfugiés là-bas, décident donc que, comme les colons, l'administration coloniale et les colons veulent nous empêcher de la gestion de ce Cameroun qui arrive, d'accord, alors quand je le fais, nous n'avons pas approuvé, nous voulions l'indépendance. Bon, mais la loi cadre de fer, c'est quand même ça veut dire que les Camerounais vont maintenant gérer leur pays et nous en sommes exclus, il n'en sera pas question. Nous allons empêcher la tenue de ce scrutin. Donc, voilà comment est-ce que l'UPC donne le mot d'ordre de zéro élection. Zéro élection sans l'UPC. Donc, c'est la première phase du maquis. Il n'y aura pas d'élection tant que l'UPC n'est pas admise à participer à ces élections. Donc, le déclenchement du maquis en voilà le fondement politique. La guerre se déclenche donc dans la nuit du 18 au 19 décembre. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Et le dimanche 23 décembre 1956, il y a
dont le CNO, le Comité national d'organisation, on va dire l'armée de l'UPC, saccage les bureaux de vote en Sanagamatine, saccage les bureaux de vote, détruit tout, agresse les gens qui veulent aller voter. Bon, et vous savez que 2 des 3 candidats, la liste était 3 candidats, 2 avaient été assassinés. On en a parlé la dernière fois, je reviens par là-dessus. Donc, le mot d'ordre de boycott que 0 élection a été suivi en Sanagamatine. Donc, 0 élection, tant qu'il y a, sans l'UPC, pas d'élection. Donc, ça a été suivi en Sanagamatine, ça a été suivi en Vouri, un peu à l'ouest, un peu dans le Cameroun également. Bon, ailleurs, dans le Cameroun, bon, il y a eu élection. Puis bon, vous savez que les gens ont été élus, c'est à partir de là qu'ils sont allés à l'Assemblée, ils ont transformé la Kamala, vous connaissez la suite. Donc, première grande maquille, ignorant l'élection, on va l'empêcher. Donc, le maquis Lassana Diamantim prend corps dans cet esprit-là. Et première phase du maquis, on va d'abord commencer par les phases du maquis. Première phase du maquis, tant qu'il n'y a pas d'élection avec l'UPC, il n'y aura pas d'élection. Donc, nous n'arrêtons pas. Donc, la guerre se déclenche dans ce sens-là. Et le scrutin a lieu, malgré tout, les gens sont élus, le maquis se poursuit en disant, bon, nous avons montré à la communauté internationale que ces élections, le peuple camerounais n'en a pas voulu et que ces élections ne sont pas crédibles. Ce ne sont pas crédibles parce que la principale force politique du pays, qui est l'UPC et que nous représentons, n'y a pas été admis. Donc nous allons montrer à la communauté internationale, et comme nous dépendons de l'ONU, comme ça l'ONU, le Conseil de tutelle, va constater que ces élections ne sont pas représentatives des Camerounais. Ainsi, l'ONU le Conseil de tutelle, va les annuler. Donc, première phase du maquis, démontrer à la communauté internationale que les élections du 23 décembre 1956 ne sont pas crédibles. Parce que la principale force politique du pays, qui était l'UPC à l'époque, a été exclue de ce scrutin. Je ne vous dis pas que je partage cette opinion, que je ne suis pas contre. Hein. Je vous raconte, je reconstitue les discours de l'époque. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'esprit, c'est les discours de l'époque. Donc, le maquis, première phase du maquis, le maquis de la Sanagamatine et le maquis de l'Ouest ont pour objectif politique de démontrer à la communauté internationale et notamment à l'ONU, au Conseil de tutelle, que cette élection n'est pas populaire. Cette élection, on doit l'annuler, on doit la reprendre. Voilà donc les raisons de ce maquis. Ce maquis s'intensifie, d'autant plus que à l'ONU semble avaliser l'idée que ce scrutin, finalement, on le retient. Alors, c'est la déception. Le maquis s'intensifie, le maquis était un peu une sorte de pression sur le Conseil de tutelle, qu'on doit démontrer au Conseil de tutelle que le peuple camerounais n'est pas d'accord avec ce faux scrutin qui s'est déroulé là. Nous ne voulons pas de ce scrutin. La preuve, vous voyez, et cette violence, c'est le peuple qui ne veut pas de ce scrutin. Voilà. Donc, et vous avez, lorsque la dernière mission du Cameroun, la dernière mission de visite du Cameroun devait on va dire, c'était des missions de contrôle du respect par la France de son engagement, de ses engagements engagement qui consistait à faire avancer le Cameroun, évoluer le Cameroun vers la situation, vers l'indépendance, c'est-à-dire nous rendre mature pour l'indépendance, on va dire ça comme ça. Donc la première mission de visite avait eu lieu en octobre 1949. La deuxième a eu lieu en 1952. L'image est arrêtée. En 1952, voilà, elle revient. La troisième mission de l'ONU a eu lieu en 1955. En 1955, au mois d'octobre, après les massacres de 1955. Et la quatrième et dernière mission, qui devait maintenant décider de l'indépendance, oui, elle avait eu lieu en octobre 1958. C'est à l'issue du rapport de cette mission de visite qu'on allait lever la tutelle de l'ONU à travers le
conseil de tutelle allait lever la tutelle du Cameroun ou la prolonger. Donc, cette mission d'octobre 58 était capitale. C'était capitale pour l'avenir du Cameroun et aussi pour l'avenir de l'UPC. Il fallait qu'elle profite de cette mission de visite de l'ONU pour démontrer que l'Assemblée qui a été élue le 23 décembre 1956 est impopulaire. Le peuple ne la veut pas. Le peuple est plutôt du côté de l'UPC. Et la preuve est que le peuple est mécontent. Donc, la prière le maquis s'est intensifiée dans cet objectif politique-là et démontrer au conseil de tutelle, à la mission de visite que, vous voyez, le peuple camerounais ne veut pas, ne se reconnaît pas dans ce scrutin biaisé qui s'est tenu le 23 décembre 1956 et auquel a été exclue la première force politique du Cameroun. Donc, intensification du maquis à la veille de l'arrivée de la mission de visite, c'était les meurtres, les coups, c'était terrible. Il rentre, la mission de visite rentre, elle décide que dans son rapport, bon, on va pas parler du rapport, là, il y a plein de choses à dire là-bas, on pourra faire une émission sur ça. En tout cas, le conseil de tutelle décide qu'il y aura une session spéciale sur la question de l'indépendance du Cameroun à l'Assemblée générale de l'ONU fin février et début mars 1950. Donc, une session spéciale pour l'ONU. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que, quelque part, l'UPC avait plus ou moins obtenu gain de cause, puisque l'ONU a dit, mais vraiment, face à la violence qui se produit au Cameroun à l'heure actuelle, on va donc tenir une session spéciale pour trancher cette question. Oui ou non, on lève la tutelle. Oui ou non. Première question pour cette assemblée générale. Deuxième question, on reprend ou non les élections. Si vous ne comprenez pas cet aspect-là, vous aurez loupé un tournant important de l'histoire du Cameroun. La session spéciale de fin février, début mars 1959 visait à 1. Est-ce qu'on lève la tutelle? Est-ce que les progrès dans l'évolution mentale et économique, tout ça du Cameroun sont tels que, conformément aux accords de tutelle, sont tels qu'on peut lever la tutelle, c'est-à-dire donc accorder l'indépendance au Cameroun? 2. Est-ce que le scrutin du 23 décembre 1956 est crédible? S'il n'est pas crédible, qu'on le reprenne. Vous comprenez? Donc la violence, quelque part, je peux dire qu'il s'agit d'une cause, puisque le conseil de tutelle est rentré avec un doute en disant, mais finalement, ce scrutin, il était crédible ou il n'était pas crédible? Et bon, il faut qu'on en discute. S'il n'est pas crédible, qu'on le reprenne. Donc, il y a eu comme une sorte de répit du maquis après la mission de visite de l'ONU en 1958. Et lorsque on se trouve donc à cette fameuse assemblée générale spéciale sur le Cameroun en 1959, je crois que certains d'entre vous en ont entendu parler. Bon, je résume en 2 mots. Plein de pétitionnaires sont venus, c'est-à-dire le gouvernement est venu. L'UPC a envoyé ses délégués. Par exemple, Moumié est venu depuis le Caire. Moumié est venu depuis le Caire avec Ouandier. Et je crois qu'ils étaient venus dans le même avion que c'est pour Touré. Je crois, oui. Et au Sénégal, on était là. Des gens comme on appelle un Mida était venu de là, de Guinée, parce que Mida s'était exilé en Guinée après qu'il ait été renversé. L'UNEC était là, les gens commandement étaient là, bon, plein d'associations camerounaises traditionnelles étaient là, le Nkumze, les Foulamayon, les Ngondo, en tout cas plein d'associations camerounaises, comme ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, étaient là. Il y avait aussi plein de choses traditionnelles qui étaient là, qui avaient payé le voyage, qui avaient fait tout le voyage, et le débat s'est ouvert. Évidemment, il y avait aussi les fonctionnaires, qui étaient les syndicalistes, et c'était vraiment le grand débat sur le Cameroun, si on peut dire, si on prend les mots d'aujourd'hui, le grand dialogue sur le Cameroun. Mais cette fois-là, c'était à l'Assemblée générale de l'ONU, une session spéciale. Quelqu'un comme Lydie Bébé était là. Le président Ido, enfin, il était à l'époque Premier ministre, était venu, attendez si j'ai bonne mémoire, il avait quitté le Cameroun en compagnie de Belle et Gaston
Bélé Gaston devait être, je crois, ministre du Travail. Il était accompagné de Kemajou Daniel. Kemajou Daniel qui devait être à l'époque président de l'Assemblée de l'ALCAM. Oui, c'est l'ALCAM. Kemajou Daniel. Il était parti avec, je crois aussi, dans sa délégation, il devait avoir, je crois, Moussa Ayaya. Il devait avoir, je commence à oublier les noms, il devait avoir peut-être, j'aurais dû lire mes notes. En tout cas, il y avait une délégation d'une bonne dizaine de personnes. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait, bon, lui-même bien sûr, il y avait Kemajou Daniel. Kemajou Daniel était avec lui. Il y avait Bélé Gaston. Bélé Gaston était avec lui. Et les autres, c'est déjà un peu flou dans ma tête. Donc, le gouvernement a été représenté par cela. Voilà. Ouais, il y a des gens comme ça, Charles. Il est Okala était là. Je vous ai dit, bon, et puis il y avait toute la délégation du Cameroun sous l'administration britannique, je vous ai parlé de la Nouangou qui était étudiant en Angleterre, l'autre là, on l'appelait, comment s'oublier son nom, qui était ministre du Travail, tout ça, il était étudiant en Angleterre, son nom va me le donner. Ils étaient très nombreux. Donc, beaucoup de grands débats, voilà, Bernard Fonlon était là. Il y avait aussi les délégués de la partie nord du Cameroun, du parti septentrional, Cameroun septentrional, comme on l'appelait, étaient là aussi. Et à l'issue du débat, l'Assemblée générale a pris une résolution qui comportait deux aspects. Premier aspect, on maintient la décision, on confirme la décision de l'Assemblée législative du Cameroun préconisant la levée de la tutelle le 1er janvier 1960. Parce que c'est l'Assemblée législative du Cameroun, dans une résolution du 18 octobre 1958, qui a, 18 octobre, oui, je crois, octobre-novembre 58, qui a décidé de la date de la levée de la tutelle, à savoir qu'on lève la tutelle de l'ONU le 1er janvier 1960. Et c'est au cours de cette assemblée spéciale sur l'ONU que cette date a été retenue. Donc, c'est nous, les Camerounais, qui avons fixé la date de l'indépendance et l'Assemblée générale de l'ONU a simplement entériné cette date. Bon, on peut faire tout un débat là-dessus, hein, mais voilà, ça, ce sont les faits. Donc, ça, la résolution accepte la date, a entériné la date du 1er janvier 1960 pour l'indépendance, pour la levée de la tutelle. Mais, malheureusement, pour le camp de l'UPC, l'Assemblée générale valide le scrutin du 23 décembre 1956. Il dit non, on ne va pas reprendre ce scrutin. Il n'y a pas de raison pertinente qui puisse amener à penser que ce scrutin était impopulaire, que les Camerounais n'ont pas voulu, dès lors qu'il n'a été boycotté et de manière violente que dans une petite partie du Cameroun, à savoir la Sénat-Maritime, le littoral un peu, ce qu'on appelait par le littoral, le Vouri, le Mungo et le Can. Donc, on ne peut pas reprendre un scrutin parce que 4 régions, à l'époque, seulement, à l'époque, c'est les départements qu'on appelait régions, n'ont pas participé alors que tout le reste y a participé. Non. En tout cas, c'est ce que l'Assemblée générale a conclu. Lever la tutelle le 1er janvier 1960, confirmation donc de la décision de l'Assemblée législative. On ne reprend pas les élections. Bon, il y avait les élections seront faites maintenant une fois le pays indépendant, il fera ce qu'il voudra. Et troisièmement, par contre, il y a amnistie des prisonniers politiques, amnistie des personnes arrêtées lors des événements du mois de mai 1955. Voilà donc les 3 décisions de la session spéciale de l'ONU sur le Cameroun au mois de fin février, début mars 1959. Bon, ça a été donc un échec pour l'UPC, un échec pour les forces nationalistes. Bon, on va dire que l'ONU a entériné les gens que l'UPC considérait comme des fantôches. L'ONU leur a donné le pouvoir en disant ce n'est pas session spéciale, une session spéciale de l'ONU
Donc, l'ONU a donné raison aux gens qui sont allés aux élections le 23 décembre 1956. On va dire que, bon, allez-y, continue. Bon, quelles sont les conséquences de cette session spéciale au cours de laquelle il y a eu indépendance acceptée, reprise des élections, pas question, mais amnistie générale acceptée. Quelles ont été les conséquences? Lorsque l'UPC s'est réuni par la suite, c'est là qu'ils ont pris une deuxième résolution qui est que, ils vont créer l'ALNK, l'Armée de libération nationale camerounaise, ALNK. Donc, elle va naître au mois de mai 59, fin mai 59, Armée de libération nationale camerounaise. Et deux, cette Armée nationale camerounaise va créer une situation telle que la proclamation du 1er janvier 1960 n'ait pas lieu tant qu'on n'annule pas le scrutin du 23 décembre 1956. Vous comprenez donc pourquoi je vous ai dit que tout part du scrutin du 23 décembre 1956. Si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé à partir du 23 décembre 1956, vous aurez raté la compréhension de la violence au Cameroun, la compréhension du maquis, la raison d'être du maquis. Le maquis, c'est les élections du 23 décembre 1956. Donc, quand il y a eu cette session spéciale de l'ONU, au cours de laquelle l'UPC n'a pas obtenu gain de cause, l'UPC a décidé de créer l'Armée de libération nationale camerounaise, ALNK, et de reprendre la lutte armée pour empêcher les élections, pour empêcher la proclamation de l'indépendance, montrer à la communauté internationale que le peuple camerounais n'approuve pas que les fantoches prennent le pouvoir. C'est pas mes mots, hein, je reprends les mots de l'époque. Moi, je vous dis, je n'ai pas besoin de donner mon opinion, je vous dis, le discours de l'époque le reproduit. Donc, voilà donc comment l'ALNK prend naissance. Et c'est là que le maquis de l'Ouest devient encore plus violent. Et avant de revenir maintenant profondément dans le maquis de l'Ouest, l'intensification des attentats et autres était devenue sans précédent pour démontrer à la communauté internationale que la date du 1er janvier 1960, là, le pouvoir va être remis à des fantoches. Ce ne sont pas les nationalistes qui vont prendre le pouvoir. Bon, évidemment, le 1er janvier 1960, il y a eu la proclamation de l'indépendance. Et là, on va passer à la troisième phase du maquis, qui est que, bon, comme les fantoches et l'impérialisme et l'ONU sont contre les forces nationalistes du pays, c'est pas mon discours, hein, je reproduis le discours de l'époque, sont contre les forces nationalistes du pays, on va donc rendre ce pays ingouvernable. Nous allons démontrer que cette indépendance n'est rien du tout. Nous allons rendre le pays ingouvernable. Il n'y aura pas d'investisseurs. Aucun investisseur ne peut venir mettre son argent là où il y a le maquis, là où il y a le violence, là où il y a le sang. Et l'Ouest s'est encore plus embrasé. Vous savez, ça s'est terminé par l'arrestation de Gouin et autres. Donc voilà les trois phases du maquis dans lesquelles l'Ouest a été plongé à pratiquement 90%. La première phase, c'est l'Ouest et la Saranga-Maritime. La deuxième phase, donc la première phase, refuser, protester contre la non-participation de l'UPC au scrutin de 23 décembre 1956. Deuxième phase, refuser que l'indépendance soit proclamée le 1er janvier 1960 avec les fantoches au pouvoir. Donc l'Ouest s'est engagé à fond dans ça, et que nous ne voulons pas que l'indépendance soit proclamée le 1er janvier 1960 avec les fantoches au pouvoir. Et troisième phase du maquis, bon, comme les forces impérialistes sont telles qu'elles sont, nous allons rendre le pays gouvernable, il n'y aura pas d'investisseurs au Cameroun, et ce sera une manière de ramener les gens à la raison en disant, ces gens qui sont au pouvoir, c'est les fantoches, c'est les hauts-français et autres. Ce ne sont pas mes mots, hein, je reprends les mots de l'époque. Donc voilà comment est-ce que le maquis a pris forme de manière extraordinaire à l'Ouest. Maintenant, ça, c'est, on va dire, la macro-politique. On va maintenant entrer sous les arbres. Comment est-ce que le maquis se déclenche à l'Ouest? Pour comprendre le maquis de l'Ouest, on va le résumer en deux mots. Il y avait un grand problème de pouvoir traditionnel à l'Ouest. Le pouvoir traditionnel à l'Ouest, c'est le fondement du maquis de l'Ouest. Maintenant, l'UPC a récupéré cela, c'est de bonne guerre.
comment est-ce que ça se passe? Il y avait un étudiant camerounais en France qui a été rappelé au pays pour devenir chef. C'était Kandem Nying. Je pense qu'on prononce très chose. Kandem Nying. Il était donc chef à Baham. Il remplace son père. Mais ayant été étudiant en France, il a, évidemment, comme tous les étudiants à l'époque, puisque moi j'ai trouvé cet annonceur, moi je suis arrivé 10 ans plus tard. Qu'est-ce que oui? Non, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, moi j'ai trouvé cet annonceur. Imaginez-vous, les gens en 54, 55, 56. Donc, Kandem Nying était un grand sympathisant du combat pour les femmes, de l'UNEC, de l'UPC, ça, la lutte contre le terrorisme. Il est donc chef les chefs à Baham, et lorsque les émeutes se produisent, on interdit l'UPC, lui, avec ses sympathies UPCistes, eh bien, il est soupçonné de recueillir des UPCistes que la justice coloniale recherche. La justice coloniale recherche, et cela ne plaît pas à l'administration coloniale. Vous savez qu'à l'époque, le chef de la région, c'était Tchamba. Donc, la capitale de la région Bamileke, comme on disait à l'époque, c'était Tchamba. La région Bamileke, c'était l'ensemble de tous les départements Bamileke d'aujourd'hui. Donc, il y avait la région Bamileke et il y avait la région Bamou. C'était les régions qui s'appelaient départements à l'époque. C'est en 59 qu'au mois d'août là-bas que ça a changé. Donc, le chef-lieu de région était Tchamba, pour la région Bamileke. Le chef-lieu de région était Fumban, pour la région Bamou. Donc, Kandem Nying recueille les UPCistes pour chasser, persécuter les gens que l'on recherche. L'administration coloniale s'en rend compte et bon, on passe rapidement. Elle le dépose. Elle met à sa place un autre chef appelé Tegia. Je crois que ça va être Tegia, Jean-Pierre, quelque chose comme ça. Ou Jean-Paul. C'est un Tegia, un Baham. Donc la chefferie Baham se retrouve avec un chef, on va dire, héritier, un chef enfant de la chefferie, par le sang, par le lien de sang, et un autre qui est choisi par l'administration coloniale, qui est donc ça va être Jean-Paul, ça, qui est une sorte de chef administratif. Donc la société Baham se divise en deux, le village Baham se divise en deux. Il y a les pros Kandem Nying et les contre. Il y a les pros Tegia et les contre. Ce n'est pas seulement la chefferie Baham qui se divise en deux, c'est pratiquement toutes les chefferies de l'Ouest qui prennent position entre les pour et les contre. Les pour, un tel, évidemment, sont automatiquement contre le tel autre, et les contre un tel sont automatiquement contre la société. Les chefferies Bamileke, les villages Bamileke se divisent en deux grands camps. Et la violence commence. La violence commence dans ce sens que les chefferies commencent à s'attaquer entre elles. Les chefferies créent des bandes armées qui s'attaquent entre elles. Les incendies de chefferies démarrent. La situation devient critique à l'ouest. Les chefferies ont des groupes armés qui font la vendetta, qui vont attaquer les autres. Je ne vais pas faire le récit de cette page de l'histoire, je peux vous envoyer là-bas dans les archives, mais la plupart des grandes chefferies dont vous connaissez les noms, les Bangoua, les Bacham, les Bayanga, tout cela a été brûlé par les maquisards, des chefferies adverses. Et c'était tel que lorsque un groupe de maquisards venait incendier une chefferie, la chefferie disait, vous croyez qu'on ne sait pas d'où venir? 2 ou 3 jours après, ou une semaine après, ou un mois après, l'autre chefferie était incendiée. Donc il y avait cette situation qui était déjà là, sous-jacente. Et l'UPC a réussi, on passe rapidement un peu en parler un peu plus, ce qui infiltrait là-dedans, ce mécontentement en disant, bon, vous voyez, nous avons une tradition, ils viennent, ils déposent notre chef, ils mettent un chef fantoche, puis qu'est-ce que ça veut dire ça, ce type-là, c'est Kandem Nying qui était notre chef. Et plus grave encore, l'administration coloniale commet une autre erreur. Kandem Nying est, non seulement qu'il est déposé, mais il est amené à Tchamba, et il est condamné. Il est condamné, je crois, au mois de février 57,
condamné et expédié à Yokohama, en prison. On l'a déporté à Yokohama. Bon, cela a été jeté de l'essence sur le feu. Donc, la société bamileke s'est révoltée, considérant en disant, mais c'est pas possible. Il nous dépose notre chef, il le condamne. D'abord, chez nous, le chef est sacré. Il le dépose, il le condamne. En plus, il l'envoie jusqu'à Yokohama. Comment on va aller le glorifier là-bas, les gens disent, ça a été de l'huile sur le feu. Cette affaire de déportation de Kandé Munguine. Et comment dire, la violence et le mécontentement était tel à l'ouest que, évidemment, on l'a fait ramener rapidement. Je crois que Kandé Munguine a été libéré au mois de juillet, si j'ai bon mémoire, juillet 57. Il n'est pas resté longtemps à Yokohama. Il n'est pas resté longtemps. Puisque peu de temps après, il sera même au gouvernement sous Aïdjo. Ouais. Donc, voilà ces deux éléments. Donc, la déposition de Kandé Munguine, le chef administratif face au chef traditionnel, classique, héréditaire, la société bamileke qui était en ébullition. Bon, là, évidemment, ça fait aussi, il était facile de recruter des jeunes gens qui étaient désœuvrés, qui n'avaient pas de terre pour cultiver, pour vivre et autres. Et par-dessus tout, évidemment, le mot d'ordre de boycott des élections du 23 décembre 1956, parmi la population qui était politisée, était là au point où même les élus de Bamileke du 23 décembre 1956 n'étaient pas bien vus. Ils étaient considérés comme des traîtres, en disant oui, vous êtes des gens à la solde de la France, vous êtes des traîtres, vous êtes des mauvais citoyens. Donc il y avait ces trois facteurs. Et par-dessus tout, les fonctionnaires, donc les agents publics, les gens de l'État étaient très mal vus à l'Ouest. Moi, j'ai vécu un peu ça étant gosse. En 1964, on avait affecté mon père à Tchama. Je vous dis, nous étions protégés par l'armée camerounaise. Nous étions protégés parce que les maquisards ne voulaient pas sentir les fonctionnaires. C'était quelque chose ils n'en voulaient pas. Ils considéraient les fonctionnaires comme des traîtres. Donc, voilà donc comment l'un des élus de l'Ouest, l'un des élus, des députés, parce que lors des élections du 23 décembre 1956, il y avait eu plusieurs élus. Il y avait eu, je n'ai pas tous les noms en tête, hein. Il y avait Ngaye Wang, il y avait Djoumissi Mathias, il y avait, comment on l'appelle, évidemment, Kemajou Daniel de Bazou, il y avait Wanko Samuel de Batoufam, il y avait, je n'ai pas tous les noms en tête, il en manque encore deux ou trois, qui ont été élus. Mais tous ces gens n'étaient pas bien vus. On les considérait comme des traîtres. Il fallait qu'ils boycottent le scrutin du 23 décembre 1956. On les considérait comme les traîtres. Donc voilà comment est-ce que l'autre est assassiné. Le député Wanko Samuel est assassiné au mois de décembre 1957. Je crois que ça devait être le 13 décembre 1957. Il est assassiné en rentrant de Bangoua. Vous savez que son village Batufa est collé à Bangoua. Il est rentré de Bangoua et le soir, on va pas rester là, ça va nous aider au point. Il est assassiné. Wanko Samuel est assassiné. Wanko Samuel est assassiné par les bandes armées qui c'est dans le coin, dans tout l'Ouest, qui c'est dans l'Ouest. Wanko Samuel est assassiné. Cet assassinat a été quelque chose de lamentable dans l'Ouest et ça a donné un argument supplémentaire à l'armée coloniale et au gouvernement à Aïdjo pour accroître la répression à l'Ouest. Parce que c'était cet assassinat et d'après ce que j'ai pu découvrir dans mes lectures, dans mes archives, a abouti à la création d'un camp de concentration à Bangou, c'est-à-dire une prison à ciel ouvert. Lors de l'enterrement du député Wanko Samuel, le président et le premier ministre était venu, il avait lu un long discours que j'ai avec moi. Le président de l'Assemblée législative du Cameroun, M. Kemajou Daniel, était venu, il avait lu un long discours. Je ne l'ai plus avec moi là, mais si je fouille dans mes choses, peut-être que je peux le retrouver. Et il y avait eu Pierre Messner, qui était le haut commissaire, était venu à Batouffa
assisté à l'enterrement de Wanko Samuel, du député Wanko Samuel. Et Wanko Samuel, c'était qui? C'était peut-être le premier, ou en tout cas, il faisait partie des premiers ingénieurs camerounais. Il était ingénieur des travaux. Il est de source concordante, c'est lui qui aurait tracé Bafoussam, la ville de Bafoussam. C'était quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de puissant, de célèbre. Donc, et puis il était député. Son assassinat avait plongé le Cameroun dans un émoi pas possible. C'était la deuxième fois que des leaders politiques qui avaient refusé le boycott étaient assassinés. Le premier à avoir été assassiné, c'était Ansana Gabalti, le docteur Langue, et puis Nkrumah, Samuel Nkrumah. Ça avait été quelque chose de terrible, qui avait même rejailli sur la popularité, qui avait terni la popularité de Mounion. Et ce second assassinat, celui de Wanko Samuel, avait beaucoup terni l'image de l'UPC. Bon, cela a abouti à la création du premier camp de concentration à Bangou. Bangou, pour ceux qui connaissent l'Ouest, c'est pas loin de Bangui, on va simplifier comme ça, c'est la route de Bafang. Et là, cela a intensifié la répression. Et lorsque cet événement se produit, l'UPC évidemment à l'étranger, et nous étions encore à la phase où il fallait démontrer que la population n'approuvait pas le scrutin du 23 décembre 1956. Le maquis s'est intensifié dans ce sens à partir de ce moment-là, et l'une des grandes victimes a été le député Wanko Samuel. Le député Wanko Samuel, considéré comme un traître autre. Le maquis essaie donc poursuivi, l'armée française a intensifié sa répression. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a eu d'excellents livres qui ont été écrits par d'autres auteurs, d'excellents livres sur le maquis, sur ce que les Français ont fait à l'Ouest, les bombardements au Napalm et autres, mais il faut comprendre le fondement. Quel était le fondement de ça? Le fondement de ça était que la population, en tout cas, une partie de la population refusait le scrutin du 23 décembre 1956 en l'absence de l'UPC. Si l'UPC avait participé au scrutin du 23 décembre 1956, sans doute qu'il n'aurait pas eu maquis. Donc, le maquis s'est intensifié et autres, les bombardements se font. Moi, je n'en parle pas, il y a des excellents livres là-dessus, je vous renvoie là-dessus. Et des groupes se constituent. L'Ouest a été donc quadrillé par différents groupes armés. Bon, ils étaient coordonnés, ils n'étaient pas coordonnés, c'est compliqué à dire. Bon, en tout cas, beaucoup de chefferies avec leurs bandes, avec leurs groupes. Ça, tous les départements, jusqu'au Bambou-Toros, jusqu'à là-bas à Tcham et autres, c'était très violent, c'était vraiment très violent. Moi, j'ai vu la fin de ça étant gosse, je parle en 64, bon, j'ai vécu à Tcham avec mes parents, j'étais tout gosse, c'était une grande insécurité à l'époque, c'était vraiment quelque chose de terrible, c'était terrible à l'Ouest. Donc, parmi, il y a les groupes armés, les maquisards, c'était un peu réparti le territoire. Vous aviez des gens comme Momo Paul, il régnait un peu partout, bon, tout autour de Bafoussam, Bamboua, Baham, c'est là qu'il régnait, Momo Paul, c'est là qu'il régnait. Vous aviez quelqu'un comme Château Dynamique, je crois que son nom, ça devait être Gandeux, quelque chose comme ça, ça devait s'appeler Gandeux, et Château Dynamique, Château Dynamique, et lui, il régnait beaucoup plus dans la région de Tcham, parce que c'est lui qui a incendié Tcham. Ce Château Dynamique qui a incendié Tcham. Il a incendié Tcham, il a incendié Bazou. Château Dynamique avait failli tuer le chef de docteur Kemal Daniel. Mais il avait tué, je crois, une ou deux de ses femmes. Et Kemal Daniel avait échappé de justesse parce que dans la nuit, c'est Château Dynamique qui a incendié Bazou. Il a incendié Foreké, il a incendié Bazou. C'était quelqu'un de très violent, le Château Dynamique, en disant, vous les fantoches là, on ne vous laisse pas. Donc il a incendié beaucoup de villages. Je crois que le Château Dynamique a également, c'est lui qui a incendié Bamboua,
l'attaque de Bangbo avait été terrible. Les deux grandes, il y a eu trois célèbres attaques à l'ouest. Il y a eu l'attaque de Tian. L'attaque de Tian s'est soldée par 81 morts. 81 morts. L'attaque de Bazou, on parle aussi de 70 morts. Et toute la châtellerie a été dévastée. Je vous dis que Cameroun a échappé de justesse grâce à la nuit, mais je crois que deux de ses femmes ont dû être tués. L'attaque de Bacham, la châtellerie de Bacham, il y avait aussi, on a pu incendier toute la châtellerie. L'attaque de, comment on appelle Bayangam avait aussi une grande attaque. Ça avait été très dur. Il y avait eu l'attaque de Bangboua. L'attaque de Bangboua avait été terrible également. Dans l'attaque de Bangboua, on parlait de ce que j'ai trouvé aux archives dans les 76 morts. C'était quelque chose de terrible à Bangboua. Il y avait, bon, ça c'était un peu l'œuvre confondue de Mongol, de château dynamique. Il y avait un autre chef là, dans les Bamboutos. Dans les Bamboutos, il devait s'appeler, attendez que je me souviens, il s'appelait André Congo. Il devait s'appeler André Congo. André Congo, oui. Et il avait pour pseudonyme, je crois, S'en fout la mort, ou S'en fout la guerre, quelque chose comme ça. André Congo, S'en fout la guerre. C'est lui qui opérait dans les Bamboutos, c'est-à-dire Ngouda. Mais le maquis dans les Bamboutos n'a pas duré. Le maquis dans les Bamboutos n'a duré que peut-être 6 mois ou 1 an. Moi, j'avais séjourné à Tchang, à Ngouda, en 88, et bon, j'avais beaucoup interrogé les gens. Ils étaient unanimes pour me dire que non, ça n'a pas duré ici, ça va durer peut-être 6 mois comme ça. Et c'est là que j'avais donc repris ce nom d'André Congo, alias S'en fout la mort. C'était le nom qu'ils s'étaient donné, André Congo. Bon, il y avait à Bamandou un maquisard appelé Napoléon. Il avait pris pour le surnom Napoléon. Son vrai nom, je n'ai pas pu le retrouver, s'appelait Napoléon, et il était secondé par un certain Armatan. Ce sont eux qui régnaient à Bamandou, qui faisaient la loi à Bamandou. Bon, je vous ai parlé de château dynamique, Maman Paul, il y avait, bon, dans le Mungo, vous savez que bon, dans une des émissions, nous avons parlé du Mungo, que le maquis avait pris corps énormément dans le Mungo avec à cause des plantations des Blancs. C'était facile de soulever la population, bon, en tout cas les ouvriers agricoles en disant vous tuez les Blancs, vous gardez les plantations. Et là-bas, c'était Tankenoué. C'était Tankenoué qui opérait dans le Mungo. Tankenoué. Dans le Mungo, c'est Tankenoué. Et bon, moi, je ne parle pas de la répression de l'armée française. Il y a eu de bons livres là-dessus, je vous renvoie là-dessus. Je vous parle maintenant du côté même des Camerounais eux-mêmes. Quels sont les noms qu'il faut retenir du côté des Camerounais? Je vous ai cité quelques noms. Donc, nous nous retrouvons, et bon, ils faisaient les coups à l'ouest, et à Douala, c'était également Tankenoué. C'était Tankenoué qui opérait à Douala. Il y avait aussi le jeune Singa Martin. Singa Martin opérait aussi dans la zone de Bafoussam, de Banganté. Singa Martin, c'était son secteur, Singa Martin. Et voilà à peu près les grands noms de l'époque, grands noms que j'ai pu reconstituer. Ce sont les noms que j'entendais dans Tango. Je les ai retrouvés dans les archives. Et ce sont les noms des grands chefs maquisards que l'on voit retenir. Les gens qui ont mené ça, qui ont fait ça à l'ouest. Donc, lorsque ils opéraient à l'ouest, ils opéraient également à Douala. Ils opéraient à Douala, c'était Tankenoué qui opérait à Douala. Et il y avait beaucoup d'insécurité à Douala, parce qu'en 1960, Tétoumbo, ça fait mes parents à Douala. Je ne sais pas si c'était la nuit de l'indépendance, mais je me souviens d'une nuit au cours de laquelle j'avais été réveillé dans Gosse, j'avais 6 ans. J'avais été réveillé et mes parents, mon père, ma mère et moi, et puis on avait 1 ou 2 autres parents, on s'était réunis au salon. On avait tout éteint et on avait prié. Mes parents avaient chanté toute la nuit, mais à voix basse. Parce qu'on était nettoyants, la maison était divisée en deux. De l'autre côté, il y avait une famille française, nous on était une famille camerounaise.
Cette maison existe toujours. C'est la maison, quand on va prendre l'autoroute qui mène à l'aéroport en venant de Sédios, cette maison existe toujours. Et on avait tiré toute la nuit, derrière la maison, dans la mangrove. Toute la nuit, on avait tiré toute la nuit. Donc, entre le groupe de tanks noués et l'armée française, ils avaient tiré toute la nuit. Et le matin, il y avait beaucoup de corps qui jonchaient la route devant notre maison. Ça avait été quelque chose de terrible cette nuit-là. Je ne sais pas si c'était la nuit de je ne sais pas. Mais étant gros, ça m'avait marqué. Quand on s'est levé le matin, il y avait des gens ensanglantés là, de l'autre côté du trottoir. C'était terrible. Donc, à Douala, c'est Tank Noué qui régnait. Tank Noué qui régnait. Parmi les coups qu'il a réalisés, il y avait l'incendie du camp Boki. Le camp Boki n'est rien aujourd'hui. À l'époque, c'était une forteresse, on va dire, de l'armée française. À l'époque, je ne crois pas que c'était pas seulement l'armée, c'était un mélange. C'était l'armée, c'était quelque chose de fort. Tant que nous avons attaqué le camp Boki, ils l'ont attaqué, ça devait être le 3 janvier ou le 30 décembre, en tout cas cette période-là, ils ont attaqué le camp Boki. Ça a été quelque chose de terrible, l'attaque du camp Boki. Pas le petit machin que c'est devenu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une vraie base militaire française. Donc, ils ont attaqué le camp Boki. C'était une période terrible au Cameroun. Donc, il venait jusqu'à là, d'autres, dans le camp, j'ai oublié le nom, j'aurais pu préparer l'émission. Bon, je n'ai pas vraiment préparé, parce que j'aurais dû retrouver tous ces noms. Dans le camp, il y avait un nom. Donc, lorsqu'on avait l'indépendance, il fallait intensifier la guerre pour montrer à la communauté internationale que cette indépendance est vide de contenu. D'où la violence de la reine indépendance. On comprend l'indépendance. Maintenant, le maquis, je vous ai dit, c'était la troisième phase du maquis. Quelle était la troisième phase du maquis? C'était de dire que, bon, comme vous, les impérialistes, je reprends le langage de l'époque, ce sont pas mes mots. Comme vous, les impérialistes, vous avez décidé de donner le pouvoir aux fantoches, eh bien, les fantoches ne pourront pas gouverner. Ils vont avoir un pays ingouvernable. Nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Nous allons créer une insécurité telle qu'ils ne pourront pas gouverner, les investisseurs ne pourront pas venir. Et ils l'ont fait. C'est ainsi que dès la fin de la cérémonie d'indépendance, la guerre qui a repris à Douala était terrible. Et elle suivait les grands événements, les grandes décisions. Vous savez qu'après la proclamation de l'indépendance, il a fallu former le premier gouvernement du Cameroun indépendant. Donc, Assal Charles a été désigné Premier ministre, il a formé le gouvernement, tout ça. Je crois que c'était le 15 août, le 15 mai 60 ou le 16, le 15 mai, oui. Et dès que le gouvernement a été formé, le maquis a repris de plus belle. Que bon, ce gouvernement, même, vous voyez, même le peuple n'en veut pas. Donc, le premier gouvernement camerounais, le 15 mai 1960, le premier gouvernement camerounais indépendant. Parce que vous savez qu'Aïdjo est devenu président de la République le 5 mai 1960. Avant, il était simplement Premier ministre. Il est devenu président de la République le 5 mai 1960, élu par l'Assemblée législative du Cameroun, Al-Cameroun. Donc, le premier gouvernement, le 15 mai 1960, l'intensification du maquis a été terrible pendant le mois de mai 1960. Bon. Maintenant, après le gouvernement, il fallait doter le Cameroun d'une constitution. Donc, il y a eu donc un référendum pour adopter la nouvelle constitution, la première constitution du Cameroun. Ce référendum s'est tenu le 20 février 1960. Bon, pendant toute la fin du mois de janvier et début février, le maquis a redoublé d'une ampleur sans précédent. C'était terrible à l'ouest et dans le sud. C'était quelque chose. Douala était invivable. Douala était tout simplement. Moi, j'étais terrifié par ce que je voyais à Douala à l'époque. Moi, j'avais 6 ans. Mais il y avait une violence que les gens aujourd'hui ne peuvent pas imaginer. Ce que je voyais, si c'était comme ça, que pouvait-il alors en être à l'ouest? Donc, le référendum constitutionnel du 20 février 1960 s'est passé dans une violence terrible. Le maquis a une recrudescence des violences pas possibles.
après le référendum du 20 février 1960, la Constitution a été adoptée, c'était la Constitution du 5 mars 1960 qui a été proclamée. Il fallait maintenant passer aux élections législatives. Les élections législatives du 10 avril 1960. Bon, à la veille des élections législatives, l'UPC, disons, prend une résolution en disant, bon, vous avez vu ce dont nous sommes capables. Je résume ça, je dis ça en manière, je ne dis pas, c'est pas ce qui a été écrit. Vous avez vu ce dont nous sommes capables. Nous sommes capables de mettre le pays en difficulté. Nous avons dit que nous allons rendre le pays ingouvernable. Vous voyez, le pays n'est pas gouverné. Bon, d'accord, vous avez, il n'y a pas de maquis, il n'y a pas de violence à Bomba, Yaoundé, tout ça, d'accord, tout ça, d'accord, mais vous voyez, le pouvoir économique, c'est à là, donc l'économie est paralysée, le port est paralysé, si l'économie est paralysée, et c'est le port qui rapporte l'argent avec les douanes, la douane camerounaise est paralysée, les exportations de cacao, de café ne se font plus parce qu'il y a des violences à Douala, vous voyez, donc vous voyez notre capacité de nuisance. Donc, nous proposons une trêve au gouvernement camerounais en disant, nous arrêtons la guerre simultanément. Vous arrêtez la guerre, vous faites partie de l'armée française, nous aussi on arrête les attentats. On arrête les attentats, première chose. Deuxième chose, nous renvoyons le scrutin du 10 avril 1960 au mois de juillet 1960. Voilà la proposition que Mounier fait à Aïdjo, au président Aïdjo, qui était encore communiste. Nous renvoyons, nous arrêtons la guerre. Nous, l'UPC, nous donnons le mot d'ordre qu'on arrête la guerre. Mais vous aussi, vous l'arrêtez. Vous faites partir les troupes françaises. Donc, c'est le cessez-le-feu bilatéral, vous et nous. Et deuxième chose, on renvoie les élections du 10 avril, mais plutôt au mois de juillet 1960. Et troisièmement, le scrutin est supervisé par des observateurs internationaux. Bon, évidemment, le gouvernement camerounais ne peut pas accepter une chose comme ça, compte tenu du rapport de force et autres. Le gouvernement camerounais a refusé. Donc, le maquis a repris de plus belle, après le refus du gouvernement camerounais, de ce cessez-le-feu que lui proposait l'UPC à travers son président qui était Mounier, Félix. Et vous savez comment ça s'est terminé. Bon, il y avait les bombardements, on a parlé, parce que bon, on n'avait pas d'armée à l'époque, c'est l'armée française qui opérait pour le compte du gouvernement camerounais. Bombardements, les têtes coupées, les incendies, l'incendie du quartier Congo, le dimanche 24 avril 1960. C'était terrible, une violence pas possible en Banga, à Loum, à Manjo, tout ce secteur-là, c'était vraiment invivable. Parce que vous savez, là-bas, c'était les plantations, c'était une violence pas possible, et tout l'Ouest. Et finalement, au mois vous savez, novembre, Mounier est assassiné. Donc l'UPC perd son président. C'était la deuxième grande perte de l'UPC. Après Oumiobe, voilà que Mounier est assassiné à Genève. Vous connaissez l'histoire, je ne reviens pas là-dessus. On arrive donc en 61. La décision de l'UPC est que Ouandjé rentre au Cameroun pour suivre la lutte pour que le communauté international ne reconnaisse pas ce gouvernement fantoche, comme il disait à l'époque. Le terme illégitime n'existait pas à l'époque, il disait fantoche. Illégitime, c'est les termes qui sont apparus, tous ces net anciens. À l'époque, on disait un gouvernement fantoche, un régime fantoche. Donc, il faut que la lutte se poursuive, que la guerre se poursuive, toujours pour démontrer à la terre entière que le gouvernement Aïdjo, que le régime mis en place au Cameroun est un régime fantoche, un régime impopulaire. Donc, Ouandjé rentre en 1961, vers la fin de l'année 1961, il rentre au Cameroun en passant, il passait toujours par le Nigeria, par le Ghana, tout ça, c'est par là qu'ils entraient. Quelqu'un comme Tanke Noué, Singa Martin faisait la liaison avec l'Ouest, avec les UP6 installés à Accra et autres. Donc, Ouandjé rentre, il reprend dans le maquis. Mais Ouandjé ne s'est pas déployé dans l'Ouest Cameroun. Il s'est plutôt déployé dans le Mont Coupé.
C'est là que Ouandje s'est installé dans le Mugo, pour simplifier. Ouandje s'est installé dans le Mugo et la guerre a repris de plus belle, mais c'était déjà, bon, c'était très compliqué pour la population de comprendre que, bon, ils disent que l'indépendance est fausse, mais comment elle est fausse? Là où les Blancs commandés dans les bureaux, ce sont maintenant les Noirs. Bon, et les préfets sont déjà les Noirs. Bon, il y a les Noirs partout. Comment ils disent que c'était très compliqué à comprendre pour la population. Donc le discours ne passait de moins en moins. La population ne comprenait pas. Le discours passait de moins en moins. Mais pourquoi continuer la guerre? On va continuer cette guerre jusqu'à quand? Cette guerre-là. Et surtout les victimes à l'Ouest, parce que l'armée française ne rigolait pas. L'armée française ne rigolait pas. Et l'UPC également, à travers les jeunes qu'il avait récupérés dans on appelle ça à travers l'armée de libération nationale camerounaise, il y avait des attentats, on agressait les fonctionnaires, on agressait ce qu'ils appellent les collaborateurs, les traîtres. Bon, donc Ouandje s'installe dans le monde coupé. Mais Ouandje arrive et il trouve une situation embarrassante. Il se rend compte que plein de bandes armées commettent des exactions au nom de l'UPC, sous le nom de l'UPC. Et Ouandje a sorti sa fameuse circulaire dans laquelle il mettait en garde ces gens en disant, vous qui commettez des crimes là, vous partez, vous incendiez les villages, vous attaquez les cars de transport, vous attaquez, vous tuez des instituteurs, vous tuez des infirmiers, vous réglez les comptes, vous brûlez les chefferies, et vous dites que c'est l'UPC. Ce n'est pas l'UPC. Ce n'est pas l'UPC. Il y a cette célèbre circulaire de Ouandje qui disait, c'est même nous qui allons commencer à vous dénoncer. Vous êtes des bandits, vous n'avez rien à voir avec l'UPC. Nous ne sommes pas là pour brûler les cars de transport. Or, vous le faites. Ce n'est pas ça l'UPC. Il y a cette célèbre circulaire de l'UPC qui met en garde ces bandes incontrôlables en disant, ce que vous faites là, ce n'est pas l'UPC. Vous nous rendez impopulaires. Vous causez beaucoup de tort à la lutte. Ce que vous faites là, ce n'est pas ça l'indépendance. Bon, évidemment, qui pouvait à l'époque comprendre le discours de Ouandje. Ouandje s'est retrouvé dépassé par ces bandes incontrôlables, des gens qu'on ne contrôlait pas. Des gens, 5, 10, 15 bons hommes se réunissaient, prenaient les matières, ils coupaient la route. Le car de transport arrive, ils font descendre tout le monde, ils arrachent l'argent et tout, ils en régorgent 2 ou 3, ils disparaissent dans la nature. C'était incontrôlable. Je vous dis que même Ouandje, il n'avait pas imaginé ça en revenant de l'exil. Que des gens utilisaient le nom du UPC pour se livrer du banditisme. Et, bon, de fil en aiguille, bon, le maquis de l'Ouest, la répression française, je vous dis, il y a d'excellents livres là-dessus, moi je n'en parle pas, je vous envoie vers eux. Et finalement, vous savez comment ça s'est terminé, il y a eu la lassitude, c'était déjà trop long, cette guerre, elle allait aboutir à quoi? Plus de 10 ans après la proclamation de l'indépendance, la guerre se poursuivait, on n'en voyait pas l'issue. Il y avait une grande démobilisation, les gens n'y croyaient plus, les gens ne croyaient plus à cette vraie indépendance dont on parlait l'UPC, parce que cette vraie indépendance était accompagnée aussi d'un tas de gens qui faisaient de mauvaises choses en utilisant le nom de l'UPC, des bandits qui utilisaient le nom de l'UPC, c'était devenu très compliqué, très compliqué. Vous savez comment ça s'est terminé, on a arrêté Ouandje, on l'a jugé, on l'a fusillé. Voilà ce que je peux vous dire du Maquis de l'Ouest. Mais c'est une page importante de l'histoire du Cameroun. J'ai décrit le Maquis de l'Ouest du côté des Camerounais. Il y a des excellents livres qui ont été décrits, qui ont décrit le Maquis de l'Ouest du côté de l'armée française, en disant voici ce que la France a fait au Cameroun et tout. Moi, aujourd'hui, je vous ai parlé du Maquis de l'Ouest du côté des Camerounais, du côté de ce que nous-mêmes, en face à l'armée française, ce que les gens ont fait. Donc, en résumé, le Maquis de l'Ouest a été celui qui a porté le plus les mots d'ordre de l'UPC, à savoir, premièrement, que l'on reprenne les élections du 23 décembre 1956. Ces élections sont des élections impopulaires. Et le gouvernement, les députés, tout comme le gouvernement qui en sont sortis, ne sont pas représentatifs de la population. Donc, le Maquis de l'Ouest a porté cela vraiment grandement. Deuxièmement, après donc, la session spéciale de l'ONU du mois de fin février, début mars 1959, au cours de laquelle l'ONU a avalisé la décision de l'ALCA de lever la tutelle le 1er janvier 1960, premièrement. Deuxièmement, l'ONU a demandé
une amnistie générale et inconditionnelle. Troisièmement, mais l'ONU n'a pas accepté de reprendre les élections, a estimé que le scrutin du 23 décembre 1956 était valable. L'Ouest s'est encore embrasé énormément en disant, mais vous ne comprenez pas que ce scrutin n'était pas valable, que la population n'en peut pas. Et troisièmement, donc, après l'indépendance, l'Ouest a beaucoup suivi les mots d'ordre de Ouandé, le mot d'ordre notamment qui a été pris, c'était une décision du Caire, en tout cas de fin janvier 60, qui disait que nous allons rendre le Cameroun ingouvernable et montrer à la communauté internationale que ce régime, la population, le peuple n'en peut pas. Et tout ce qu'il va faire, nous allons le combattre. Donc, le référendum du 20 février, le référendum constitutionnel du 20 février 1960 a été abondamment combattu dans l'Ouest, Cameroun. Le maquis s'est intensifié à la veille du référendum du 20 février 1960. Il s'est réintensifié à la veille de l'élection législative du 10 avril 1960. Et bon, après que le gouvernement camerounais ait refusé le cessez-le-feu que Ouandé, que Moumié, président du l'UPC, avait proposé, à savoir cessez-le-feu bilatéral. Nous, l'UPC, nous arrêtons les attentats, nous demandons à nos gars de déposer les armes, et vous, là, le gouvernement camerounais, donc le président Aïd Otoa Premier Sassal, vous demandez à l'armée française de quitter le territoire. Donc, évidemment, ça a été refusé, et l'Ouest a encore porté sur son dos toute la guerre qui s'en est suivie, toute la violence qui s'en est suivie, et qui a pris fin avec l'arrestation de Ouandé et son exécution le 15 janvier 1971. Voilà comment est-ce que je peux vous résumer la guerre à l'Ouest, le maquis à l'Ouest, du côté des Camerounais, pas du côté des Français. Voilà. OK, j'attends vos questions. Oui, comme d'habitude, on a encore suivi avec beaucoup d'attention. J'étais en régie et le discours a été passionnant. Il y a eu quelques questions. Oui, il y a eu quelques questions. Par exemple, quelqu'un qui a demandé pourquoi le marché Congo avait-il été brûlé. Oui, le marché Congo, c'était une histoire vraiment tragique, cette histoire du marché Congo. Et vraiment, j'ai eu ou la chance ou la malchance d'être là ce jour-là. C'était un dimanche. Parce que moi, je suis protestant, je suis une famille protestante, et l'église presbytérienne camerounaise avait sa paroisse à Kassa-la-Femme. Donc, nous rentrons du culte dimanche. On a été dans ces maisons-là à Bonanjo. Et puis, on avait fini de manger, donc c'était avec l'histoire de 15h, 14h30, 15h. On a vu une fumée du côté des nouvelles. Bon, comme à l'époque, il y avait beaucoup de violence, vraiment d'insécurité. Et j'étais fils unique, donc mes parents ne pouvaient jamais me laisser à la maison. Voilà donc. Et nous avions eu ce dimanche-là de la famille qui était venue déjeuner avec nous à la maison. Donc, un oncle à moi, Nyubata, il était chauffeur, il fait la route Douala-Ndiamana aujourd'hui. Donc, il était venu manger à la maison. Et mon père a embarqué tout le monde, nous sommes allés là-bas. Et le quartier Congo, là où nous sommes arrivés, nous étions là où est la poste, en face du lycée des filles. C'est là que nous étions. Et le feu était là jusqu'à, je crois que là où c'est garanti maintenant, garantie voyage, enfin, ça doit être garantie, oui. Tout ce secteur-là a brûlé. C'était terrible, l'incendie était terrible. L'incendie, et c'était entouré de gens avec des flèches. C'est-à-dire qu'il y avait des gens avec des flèches et l'armée française. Et on avait parce que quand l'oncle Nyubata a vu que le quartier brûlait, il a voulu entrer pour aller sauver ses petits meubles, lui, pauvre chauffeur camion. C'est là qu'un soldat français, bon, il faut bien préciser, quand on dit soldat français, il n'y avait pas les blancs, hein. Non. Les blancs étaient les encadreurs. Les soldats français, c'était les Saras, les Tchadiens, c'était des gens grands comme ça, noirs,
avec des balafres. Ils nous faisaient peur. Moi, j'étais gosse, ils nous faisaient peur, ces gens-là. Hein? C'était les Saras. Et c'était les Bambara. Les Bambara venaient du Mali. Du Mali, c'est les Bambara qui formaient l'armée française. C'était également des gens grands, noirs, effrayants, vraiment des armoires. Ce sont eux qui étaient là avec des fusils, qui avaient bouclé le quartier. Et apparemment, ils avaient attendu que les gens reviennent de la messe, du culte, tout ça, et avant de sortir pour aller au stade d'Aqua, parce qu'il y avait des compétitions sportives, il y avait des matchs, tout et tout. Donc pendant que les gens prenaient la sieste, c'est ça là que le feu s'est déclenché. Apparemment, ils avaient pris soin de déposer des bidons d'essence un peu partout dans le quartier. Il y avait des bidons d'essence qui ont naturellement pris feu, qui ont explosé. Bon, le feu a brûlé, je peux dire, peut-être même les 16 heures comme ça, 16 heures, 16 heures. Et ce que j'ai vu une fois, parce qu'ils avaient donné l'ordre que tout doit brûler. Je crois une ou deux fois, j'ai dû voir quelqu'un sortir du feu pour échapper au feu. On avait tiré sur lui. Donc, parce que quand l'oncle Nubata entrait, on leur dit, si tu entres, tu ne sortiras plus. Donc, l'oncle Nubata est resté avec nous. Nous, on était placés devant le collège, le lycée des Nouvelles. C'était à l'époque le collège moderne des filles, des Nouvelles. C'est là que nous, on était placés. Moi, j'étais, c'est ma mère qui me tenait entre ces gens. Donc, on regardait cela, c'était quelque chose d'effrayant avec l'oncle Nubata. Donc, quand le feu a pris fin, et puis tout Douala était venu, hein. Tout Douala était venu, c'était quelque chose de terrible. Bon, mais à l'époque, Douala, c'était quoi? C'était peut-être 200 ou 300 000 habitants. Bon, donc quand le feu a pris fin, l'oncle Nubata et nous sommes entrés dans les combles. Bon, je ne peux pas vous dire si j'avais vu des pompiers, non, je vais affabuler, je m'en souviens plus. Mais le feu, je l'ai vu, j'étais plus qu'il était là. Donc nous sommes allés retrouver essayer de retrouver la baraque de l'oncle Nubata. Mais je vous dis ce que j'ai vu avec mes yeux d'enfant. Je me souviens, les gens étaient rôtis comme quand on braise les singes. Je me souviens d'une femme qui avait regroupé, je ne sais plus combien d'enfants, peut-être 3 ou 4, avec elle comme ça, là, tout s'était carbonisé. C'était terrible. Tout s'était carbonisé. C'était affreux comme spectacle. Des gens étaient tombés dans le puits, c'est-à-dire que quand les gens voulaient fuir et qu'il y avait le feu partout, plein de gens étaient tombés dans les puits. Donc, dans les puits, il y avait plein de gens qui eux, n'étaient pas morts du feu, mais ils avaient été noyés. Ils étaient noyés au fond du puits. Et nous, comme nous arrivions dans ce qui restait de la parade, donc, une bataille, il n'y avait plus rien. Mais c'était les cendres et les gens avaient brûlé, c'était quelque chose de terrible. C'était quelque chose de terrible. Bon, ça, ce sont les événements. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est très complexe. J'ai essayé, avec ce que j'ai trouvé aux archives, avec différents témoignages et autres, apparemment, première chose qu'il faut d'abord noter, c'était que le quartier au Congo était un quartier d'halogène. Le quartier, les Douala n'habitaient pas le quartier Congo. Les Douala étaient dans leur village, parce que Douala n'était pas grand à l'époque. Le quartier Congo, c'était les halogènes. Deuxièmement, il semblerait que c'était un grand repère de maquisard de l'UPC. Il semblerait. Bon, j'en ai pas la preuve, mais il semblerait. Donc, ça, c'est le deuxième indice. Et le troisième indice est que vendredi, il y avait eu un affrontement assez important au quartier Nouvelle entre la communauté Bamileke et la communauté Aoussa. Bon, quand je dis communauté Aoussa, ça veut dire les originaires du Nord. Et qu'un chef Aoussa aurait été blessé le vendredi. Donc, dimanche, ça explique peut-être le fait que ce dimanche-là, il y avait des Aoussa avec des flèches. Ça peut être une explication. Je vous dis un peu ce que j'ai vu. Donc, et toute la semaine, il y avait eu beaucoup d'attaques comment on appelle ça, et des magasins français. On avait attaqué, c'était la semaine où on avait attaqué le fameux magasin britannique. Non, pas l'autre, qui était à quoi? Parce que pour le printemps, il était à mon endroit. Je crois que c'était Monoprix, oui. On avait attaqué Monoprix au boulevard du 20 mai, du 27 août, là, à quoi? On avait attaqué cette semaine-là. On avait attaqué le cinéma Le Rex. Le cinéma Le Rex est situé avant les douches municipales. C'était le cinéma des Blancs.
l'UPC, le maquisard était entré pendant une séance de cinéma. Vous savez, à l'époque, il n'y a pas la télévision, le cinéma était la distraction des blancs. Et l'UPC était entré et ils avaient, dans le noir, ils avaient tué beaucoup de blancs dans la salle de cinéma. Le maquisard avait tué beaucoup de blancs dans la salle de cinéma. Le reste, c'était toujours cette semaine-là. Donc, quand on met tous ces choses bout à bout, bon, moi, j'en arrive à la conclusion que c'était un peu une sorte d'expédition punitive que, que l'armée française avait organisée au quartier Congo. C'est un peu la conclusion à laquelle moi je suis parvenu. C'était une sorte d'expédition punitive, l'incendie du quartier Congo. Mais le jour, c'était le 24 avril 1960. Ça, la date, vous pouvez vérifier dans les archives, c'est la date, c'était un dimanche. Voilà ce que je peux vous dire du quartier Congo. Oui, il y a monsieur Aaron Bidias, je pense même d'ailleurs pas que ce soit son vrai nom, qui dit les Haoussa avaient les flèches et l'armée française avait des mitrailleuses pour tuer les Bamileke du quartier Congo accusés d'hébergement des maquisards. Ce genre de choses, moi, j'aime pas beaucoup les laisser passer parce que c'est le genre de choses que ça a l'air anodin quand il écrit ça. Non, 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 je n'ai pas dit qu'ils vont tuer les Bamileke. Non, 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 non. J'ai Du dit quartier. que un monsieur qui écrit, Ah oui, mais lui, il lui qui s'appelle écrit. Aaron Bidias, oui. Donc je voulais lui répondre et dire, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Personne n'a dit que on allait tuer les Bamileke au quartier Non, non, Congo. non, 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 moi, je n'ai Voilà. pas dit des choses comme Donc, ça. je C'est ça qui ne... m'ennuie un peu avec Non, c'est lui qui dit. avec- C'est des gens qui Non, non. apportent toujours des polémiques dans les débats. Et c'est ça que je voulais absolument lui répondre. C'est des gens, laissez vos polémiques tribales à côté. Parce que quand il écrit ça et qu'on ne réagit pas, ça s'imprime dans la tête des gens qu'on aurait tué les Bamileke. Non, non, le quartier Congo est un C'est quartier. comme ça de mon arrêt. Je continue pas ces émissions. Si c'est celui-là qui va arriver ici. Non, c'est des gens qui viennent souvent, ils viennent souvent écrire avec toujours l'esprit allez, Le d'injecter, poisson. ouais, d'injecter le poison, le venin. Alors ils viennent écrire ça et il faut pas, il faut juste leur répondre parce qu'ils viennent toujours avec de faux profils. Là, il s'appelle Aaron Bidias. C'est sûr que c'est pas son nom. C'est un faux profil. Il vient d'injecter son poison et il passe. Et il faut parfois leur répondre calmement pour qu'ils ne s'inscrivent pas dans les têtes des gens qu'on sera allé tuer des Bamileke. Alors, voilà. Parce que dès que ça commence comme ça, après ça va dériver. Et puis ça va finir dans une affaire tribale. En effet, j'ai vu quelqu'un faire remarquer que rendre le pays, voilà, il dit maintenant qu'il voulait dire les halogènes. D'accord, tant mieux. Il vaut mieux dire les halogènes parce que c'était un quartier cosmopolite à Douala. C'était cosmopolite, c'était pas un endroit de Bamileke. Mon oncle Nubata habitait le quartier Congo. Voilà. Moi, je suis bout. Donc, on voulait tuer mon oncle Nubata parce qu'il était banganté. Ouais, c'est Comment vous des... dites ça? Je vous dis, mon oncle Nubata, il était chauffeur et routier. Il partait de Douala à Fort-Lamy. Il habitait le quartier Congo. Que sont ces affirmations-là? Vous êtes fatigant à la fin, vous, les Camerounais. Ah. Non, tu as toujours ça dans les émissions, quelqu'un qui arrive et qui fait il faut pas, faut connaître un peu l'esprit. C'est des gens qui arrivent et qui veulent insuffler un autre esprit, ils veulent se victimiser pour pouvoir justifier le tribalisme. Alors, c'est une technique très, très utilisée qu'on va trouver à l'Ouest. Ils commencent par se dire victimes et ils justifient le tribalisme parce qu'ils étaient victimes de. Moi, j'ai beaucoup Ah. connu ça dans d'autres forats. À l'époque, il n'y avait même pas encore les possibilités de diffuser. Et j'ai même vu des posts où quelqu'un disait que les autres Camerounais devraient s'excuser auprès des Bamileke, comme si c'était les Camerounais qui avaient Si c'est comme massacré. ça, ces émissions, moi, je ne suis pas venu dans ces histoires-là. Moi, je ne suis pas là. Si c'est comme ça, je n'interviens plus. Gardez votre histoire que vous connaissez dans vos têtes, ça va. Non, c'est des intervenants hein, qui passent. Ils n'ont rien à voir avec l'émission. Moi, je voulais juste leur répondre. Ils viennent avec le mauvais esprit, le mauvais venin, vouloir triturer les trucs là. Et ils viennent, c'est comme ça qu'ils sont, ils arrivent, ils diffusent, ils mettent un message et ils s'en vont. Ce n'est pas les Bamileke qu'on a voulu tuer, je suis désolé. Oui, il a la photo de Sankara. Merci, voilà. Oui, en effet, Madame Chapuis disait qu'est-ce qu'elle disait? Elle a dit un peu plus haut que
le rendre le pays ingouvernable, c'est pas nouveau. En effet, c'est pas nouveau. La notion de rendre le pays ingouvernable, c'est pas nouveau. Ils n'ont rien inventé, hein. Ils n'ont fait qu'à les lire. Et ils veulent faire exactement, rendre le pays ingouvernable. C'est comme ça que la base veut faire. Voilà, c'est tout. Je crois, je vois pas qu'il y a d'autres, il n'y a pas de questions. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je rappelle aux gens que cette plateforme est une plateforme d'information. C'est pas une plateforme dans laquelle on va triturer la haine ou la haine tribale et des choses comme ça. Voilà. Ceux qui aiment la haine tribale, il y a d'autres plateformes sur lesquelles ils ont la liberté d'aller diffuser leur venin tribal. Nous, on essaye d'informer les gens. D'informer les gens, de ce qu'on prenne connaissance d'exactement les faits tels qu'ils se sont passés. Ça nous permet de le regarder aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi le Cameroun est comme ça aujourd'hui? C'est ça le but. Voilà, donc aujourd'hui on a traité du maquis en zone Bamileke, en zone de l'Ouest, et puis la prochaine fois on va traiter le maquis à Molundu, justement. Moi-même, je ne savais pas. C'est à l'est. À l'est. Je connais Molundu, mais je ne savais pas qu'il y a eu un maquis là. Merci, monsieur Eno. Je n'avais jamais su qu'il y a eu un maquis spécifique. Pourtant, j'en ai quand même lu comme bouquin dans ce genre-là. Et puis, même quand on n'a pas des bases solides, la lecture est moins aisée, quoi. Et puis, il y aura aussi un maquis de Djoum qu'on va traiter. Voilà. Le dernier. Ce sera le dernier. Merci beaucoup. Donc voilà, comme il n'y a pas beaucoup de questions, je crois qu'on va pouvoir terminer l'émission là. Et j'en profite pour dire bonsoir à tout le monde et merci d'avoir été là. Je vous prie juste de vous abonner massivement à la page et de mettre les likes. Ça paraît banal, mais il faut mettre les likes parce que j'ai vu qu'il n'y en avait que 10 likes. C'est un peu comme si on souffre de mettre un like ou un cœur. Et heureusement, il n'y a pas de tête de mort. Ça veut quand même dire que les gens ne sont pas mal intentionnés quand ils viennent. Voilà quoi. Très bien. On vous remercie d'avoir été là parce que déjà 23 heures. Et en tout cas, moi, je vous remercie de votre présence. Il faut que M. Eno se repose aussi. Et je lui laisse toujours le mot de la fin. Et il annonce l'émission prochaine. Je veux revenir sur l'histoire du Cameroun. Il faut cesser de considérer l'histoire en termes de les uns étaient les héros, les autres étaient les traîtres, les uns ont subi, les autres n'ont pas subi, les autres ont fait ceci, les autres... C'est pas ça. C'est plus complexe que ça. Je viens de vous dire que mon oncle Nubata habitait le quartier Congo. Moi, je suis boulot de père et de mère. Nubata, vous n'entendez pas le nom? Nubata habitait le quartier Congo. Donc, on a vu le quartier Congo pour des gens comme Nubata. Vous voyez, faut pas, vos générations, vos simplistes là, c'est vraiment ça simpliste. C'est vraiment simpliste. Oui, c'est un quartier, Boudoual était cosmopolite. C'est un quartier cosmopolite. Mais comment? Voilà, on n'allait pas en disant qu'on va tuer les Bamileke. Non. Si d'ailleurs le maquis à l'ouest était essentiellement fait de Bamileke, mais c'est aussi parce que nous vivions quand même dans des communautés mono-ethniques. C'est la même chose pour le maquis à la Sanaga-Maritime. Il était essentiellement fait de Bassa. Ne vous l'aurez pas dans les brousses de la Sanaga-Maritime, il n'y avait que les Bassa. Dans les Lomie aussi, vous avez essentiellement les originaires de l'Est, à part les têtes pensantes. La même chose à Djoum, il y avait essentiellement les Boulous. Parce que nous habitions à l'époque dans des villages de façon mono-ethnique. C'était comme ça que le Cameroun était. Donc, mais ce n'était pas que, ça ne veut pas dire que il y avait, le maquis avait pour but, comme M. Eno l'a dit, c'est parce que l'UPC va refuser les élections qui vont constituer le premier gouvernement pour l'Assemblée législative. D'ailleurs, à partir de ça qu'on forme ces élections que l'Assemblée législative va être formée. C'est parce que l'UPC va refuser, je pense, bien c'était, je ne sais pas si je me trompe. Hein. Non, mais c'était ça, l'UPC protestait de son exclusion au scrutin du 3 décembre 56. De 56, oui. Exactement. L'UPC protestait. Le maquis, c'est la protestation de l'exclusion. Comment vous voulez que nous ne participons pas à ces élections?
C'est ça, voilà l'origine du maquis. Voilà. Donc, ça ne visait en aucun cas une ethnie au Cameroun ou une tribu. En quoi? En En quoi? quoi? Voilà. Donc, en tout cas, vous avez réussi à mettre M. Eno en colère en fin d'émission. Donc, voilà, moi je vais vous dire bonsoir. Et le mot de la fin, c'est qu'on se retrouve mercredi prochain pour traiter du maquis de Melundu. Un maquis que je ne connaissais pas. Et ça sera avec plaisir qu'on va revoir M. Eno. En attendant, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et merci d'avoir été là. Ok, au revoir et à mercredi prochain.